Merci André Miquel pour ces souvenirs émouvants. Nous allons donc passer maintenant à la suite et nous allons avoir des souvenirs sur Anatole Abragam au CEA par Lionel Solomon et Maurice Goldman. Et c'est Lionel Solomon qui va commencer. Donc, je vous présente la garde prétorienne d'Anatole Abragam. Amenez mon pic. Alors, on va vous parler aujourd'hui, comme il se doit, beaucoup de résonance magnétique nucléaire en particulier, et c'est ce que va faire mon collègue ami Maurice Goldman. Je vais parler plutôt, je vais profiter de l'occasion de parler d'une autre activité beaucoup moins connue de Anatole et qui pourtant représente une réalisation qui a eu et qui a eu encore une grande importance. En effet, avant la résonance magnétique, bien nombreuses années auparavant, il a une activité, Anatole, dans la physique nucléaire. Et en particulier, donc, le CEA, c'était sa vocation, avait des ambitions de faire un service, d'avoir un service de physique nucléaire moderne et, si possible, bien performant, plus performant que les compétiteurs étrangers. Alors, à ce moment-là, donc, le service des accélérateurs est chargé de faire un accélérateur qui serait donc l'appareil qui est compatible avec la position du CEA. Comme il y avait, alors, il y avait les cyclotrons, vous savez tous ce que c'est qu'un cyclotron, donc l'idée était donc d'avoir un bon cyclotron. Il y a eu un progrès après le cyclotron qui est le synchrocyclotron, où au fur et à mesure que les particules sont accélérées, deviennent relativistes, etc., donc la fréquence d'accélération des particules change et on adapte la fréquence à l'accélération. Bon, ceci était une limite, marchait très bien. Il y avait des synchrocyclotrons qui marchaient très bien, qui étaient des grandes bêtes de quelques mètres de diamètre, mais il y avait une limitation. L'ambition du CEA, c'était d'avoir quelque chose à plus haute énergie. Le synchrocyclotron, disons, atteignait les 100 MeV, quelque chose comme ça, déjà bien plus que les 2-3 MeV des Van de Graaff qui existaient au CEA. Alors, la limitation provient du fait que c'est difficile de garder les particules dans un circuit tel qu'un cyclotron, un synchrocyclotron. Il faut les focaliser d'une certaine manière. Alors, focaliser des particules, on sait le faire, on savait le faire. Il suffit d'avoir un gradient, que le champ ne soit pas homogène, mais qu'il y ait un gradient et qui maintient donc les particules dans une certaine région de l'espace. L'ennui, c'est que ça maintient bien, si le gradient est horizontal, ça maintient bien dans le plan horizontal, mais il n'y a rien pour les retenir dans le plan vertical. Alors, ou si vous le faites verticalement, ça s'en va horizontalement. Alors, à l'époque, donc ceci, je vous parle de 1953, un peu plus de 60 ans, il y a eu inventé à Berkeley, dans le groupe de Lawrence, qui était l'inventeur du cyclotron justement, un nouvel accélérateur qui s'appelait le synchrocyclotron à gradient alterné. L'idée astucieuse était que pendant quelques mètres, on va avoir un gradient dans un certain sens, donc on garde les particules là-dedans. Quand elles tendent à partir dans un autre sens, on a une autre portion avec un gradient dans l'autre sens, et ainsi de suite. Bon, alors, donc, en moyenne, qu'est-ce qui se passe? Bon, les calculs ont
était fait, et on voyait que ça pouvait focaliser dans les deux directions de l'espace, et par conséquent la possibilité de faire un accélérateur net de diamètre plus grand et donc plus puissant. Alors, dans les projets du CEA, le CEA ambitieux a dit mais c'est ça qu'on va utiliser, et donc un accélérateur, on va faire un accélérateur à gradient alterné de 3 GeV, 3000 MeV, hein, c'est-à-dire déjà nettement plus puissant que ce qui existait à l'époque. C'était très ambitieux. Alors, le service des accélérateurs, c'était un service, oui, c'était pas un département, s'est adressé, il y avait des problèmes théoriques compliqués, et s'est adressé donc au service, au département, pardon, qui s'appelait physique mathématique, c'était pas, physique théorique, c'était pas encore la physique mathématique, et de les aider à faire les calculs pour décrire, pour fabriquer un tel accélérateur. Et c'est donc Abraham qui, dans cet ensemble, a été chargé de faire l'étude donc théorique sur le papier du fonctionnement de l'accélérateur. Alors les calculs étaient un peu compliqués, vous voyez, il fallait avoir des discontinuités de passage, des choses comme ça. Je vais vous donner quelques détails un peu plus tard. Et alors, à la grande surprise, je pense, peut-être à l'horreur des plus jeunes de moins de 65 ans d'ici, il faut bien voir qu'à l'époque, vous n'allez peut-être pas me croire, il n'y avait pas d'ordinateur. Pas d'ordinateur, et pire que ça, on ne pouvait pas utiliser Mathematica qui n'avait pas été encore inventé. Donc on faisait tout à la main, on était obligé de faire tout à la main, et il y avait quand même un service qui s'appelait le bureau de calcul, qui comprenait une quinzaine de personnes, presque toutes de sexe féminin. Probablement les dames ont plus de patience que les hommes, et qui faisaient les calculs, les applications numériques avec des machines, vous savez, les machines électromagnétiques de multiplication et d'addition. Ça marchait. Alors donc, Anatole Abraham commence donc à faire les calculs de fonctionnement d'une telle machine. Les calculs sont compliqués et il avait besoin d'aide. Et qui va-t-il prendre à l'époque? Alors, je vous raconte cette histoire parce que je suis probablement dans cette assemblée celui qui a connu Anatole le plus longtemps. C'était en 54, qui était revenu d'Oxford. Et alors, et même de Harvard, où il était resté finalement pas beaucoup de temps, pas une année complète, hein, un peu moins. Il était revenu, donc on avait ce projet de super accélérateur que je ne sais pas qui l'a baptisé, Saturne. Alors donc, il démarre le calcul de Saturne, et les calculs étant compliqués, il pique le jeune polytechnicien à l'époque qui venait d'entrer au CEA, c'est-à-dire moi-même, et alors il faut bien voir qu'à l'époque, pour entrer à l'X, on passait par la formation taupe, et taupe, alors ce qu'on apprenait, je crois que c'est maintenant un peu terminé, ce qu'on apprenait, c'est à calculer. Beaucoup des problèmes, des concours, etc., étaient visibles véritablement la vitesse en calcul. Alors, alors il s'est dit, très bien, avec tous les calculs que j'ai à faire, et je vous répète, pas d'ordinateur, il m'a pris comme taupin, capable de calculer presque aussi vite qu'un ordinateur. Alors donc, on commence le calcul, je vous dirai un petit peu en quoi ça consiste. Vous voyez, c'est un problème qui n'est pas continu, il faut mettre des conditions limites, discontinues, tout ça. La difficulté, c'était de donner aux fabricants d'accélérateurs les spécifications. Il faut bien voir que ce gradient, ce système à gradient alterné, vous avez des blocs
qui est de métal, du fer, qui, chacun pesant, je ne sais pas, une centaine de tonnes, quelque chose comme ça. Il faut les mettre les uns au bout des autres, et il faut bien les aligner, parce que sinon, il y a une discontinuité, et vous avez vous perdez vos particules. Alors, il fallait dire combien, et les spécifications étaient sévères. On était arrivé, enfin, les gens des accélérateurs nous ont dit que le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était aligner à peu près au quart de millimètre. Pour des morceaux pareils, c'est pas si mal. Et on devait calculer justement quel était l'effet de ça. Alors, on fait les calculs, des formules algébriques qui étaient assez longues. Donc, Abraham fait son calcul, je le fais en parallèle, on l'avait fait dans la journée, et on n'a pas le même résultat. Pas très grave, hein, c'était un facteur 2, je crois, quelque part. Bon, on en avait assez, on avait fait ça toute la journée, on avait assez. Allez, on a dit ça fait rien, on recommencera demain. Le lendemain, on refait nos calculs. Alors, vous voyez, le problème, c'est que s'il y a des discontinuités, vous les mettez dans l'équation, et si ces discontinuités, ces petits à-coups sur les particules, sont en résonance avec la fréquence de rotation, ça fiche le camp. Enfin, bref, si vous voulez, il y a beaucoup de gens de physique des solides ici, c'est un peu le résultat, c'est un petit peu comme les calculs quantiques pour les solides avec des bandes interdites. Il y avait des fréquences qui étaient interdites et donc il fallait élargir la gamme où l'on pouvait accélérer les particules au maximum. Donc, voilà où on en était. Alors, donc, on recommence le lendemain et, au miracle, on trouve le même résultat, qui était quand même différent de celui de la veille. Hein. Mais enfin, c'était pas trop mal. On a quand même pris une sécurité, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un d'autre, un des trois mousquetaires, je crois que c'est Claude Bloch qui a fait aussi le calcul et qui a trouvé le même résultat. Donc, si vous voulez, voilà une des activités d'Anatole, peu connue, mais qui a son importance. Si vous voulez, il est vraiment comment le dire en français, le designer de Saturne, qui, comme vous le savez, a été quand même un point d'accrochage, une source de travaux importants de Saclay. Voilà, donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais que ne soit pas complètement oublié de l'activité d'Anatole Imbragam au CEA. Pour terminer, et je passerai la parole à Maurice Goldman, je voudrais quand même dire quelle était un petit peu la vie. Je vous raconte une histoire, parce que là aussi, c'est un mot historique que je crois que je suis, vous savez, comme le dernier poilu qui reste, je suis à peu près le seul qui s'en souvienne, et je voudrais quand même que ça continue, que ça passe à la postérité. Alors, qu'est-ce que c'était? Il y avait un département, là c'était le département, j'y ai fait allusion tout à l'heure, de physique théorique, qui s'est plus tard appelé physique mathématique, etc. Avec un directeur qui s'appelait, un certain nombre d'entre vous ont dû le connaître, Jacques Yvon. Alors, donc, il était, et Anatole, dans cette tâche de Saturne, et puis aussi d'études en physique nucléaire, était donc, il est passé assez vite, je ne connais pas les détails administratifs, mais a été créé dans le département un service qui est devenu d'ailleurs le service de résonance magnétique après. Donc, pour vous dire que nous voyons, c'était assez proche. Moi, j'étais témoin, j'étais le petit jeune qui assistait. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment un témoignage de choses que j'ai vues moi-même. Alors, le service, le CEA, a décidé les employés du CEA, les ingénieurs CEA, ont décidé d'une grève de 2 jours. La raison, peu importe, je crois que c'était pour une histoire de fabrication de la bombe pour De Gaulle, auquel il ne voulait pas participer, enfin, peu importe, c'était 2 jours de grève qui d'ailleurs arrangeaient bien le CEA, parce que ça faisait des salaires en moins, et ça leur permettait
de boucler leur budget. Alors donc, on fait nos 2 jours de grève sur le tas, et puis après, et c'est là l'intervention fin politique de Anatole, arrive donc une feuille avec les noms, vous cochez si vous avez fait la grève ou pas la grève. Alors Anatole a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On ne va pas dénoncer les collègues qui ont fait la grève, etc. On ne va pas se dénoncer nous-mêmes quand même. Écoutez, c'est vous, l'administration, c'est à vous de savoir si on a fait grève ou pas grève. C'est un raisonnement un tout petit peu malhonnête, mais enfin, le résultat, c'est qu'on a renvoyé les feuilles et qu'on n'a jamais coché qui avait fait grève ou pas. Bien, passe une semaine, passe une deuxième semaine, et je me souviens, alors c'est là, il se trouvait que ça c'était dans le bureau d'Yvon, et que j'étais avec Anatole, donc on a entendu cette scène, donc c'était le haut-commissaire, Francis Perrin, qui dit à Jacques Yvon, bon, alors où est-ce que tu en es? Tu m'as toujours pas envoyé la feuille de ceux qui ont été absents ou qui n'ont pas travaillé ce jour-là. Alors, Yvon, il dit, ah, bah oui, bah qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. Moi, je ne sais pas qui a fait grève, finalement, dans le département. Alors, comment? Tu ne sais pas, dans ton département que tu diriges, etc., tu ne sais pas qui a fait grève. Alors, Yvon, et je vous prie de retenir ces mots historiques qui, j'espère, ne vont pas disparaître complètement, Yvon a dit, oh, bah, si vous croyez que c'est facile de distinguer entre un théoricien en grève et un théoricien qui travaille, alors, donc, essayez de garder ça de manière à produire. C'était la dernière chance pour que ça ne soit pas complètement perdu. Voilà les souvenirs que j'avais de jeunes ingénieurs, parce que ça s'appelait ingénieur au CEA, et après, la grande aventure de la résonance magnétique, mais ça, je laisse ça le soin à Maurice Goldman, qui a travaillé avec Anatole Abragam pendant plus de 30 ans, je crois, sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Je dois donc prendre la suite de Lionel Solomon et raconter un peu ce que j'ai connu et comment j'ai connu Anatole Abragam, pourquoi je suis venu chez lui. Alors, je dois dire d'abord que j'ai fait des études à l'École supérieure de physique et chimie, dont je suis sorti chimiste. Et j'ai viré par accident à la physique et j'ai accidentellement lu les polycopiés des cours de mécanique quantique d'Albert Messias et je suis tombé dans le trou, c'est-à-dire que je suis devenu accro à la mécanique quantique et mon patron à l'époque m'avait dit je ne pense pas que c'est dans mon laboratoire vous serez le mieux, c'était à Saclay, il m'a dit je connais un garçon qui fait des choses bien en résonance magnétique, il s'appelle Anatole Abragam. Alors je suis allé le voir, il était très réticent, le labo venait juste de commencer, c'était au printemps 1956. Et Lionel Solomon était revenu depuis peu des États-Unis, de Harvard, où il avait fait en fait le premier travail expérimental de résonance magnétique à la fois nucléaire et électronique, alors que Abraham n'avait jamais touché à l'expérimentation. C'était vraiment un théoricien pur, même si son passage à Supélec lui avait donné des idées sur ce qu'était une manip. D'ailleurs, il m'a dit qu'en dernière année de Supélec, il avait eu un travail à faire, c'était d'optimiser un transformateur de, je crois, 50 kW. Et à force de l'optimiser, il est arrivé à un transformateur de 5 cm sur 5. Et alors, comme il avait un sens très aigu de l'expérimentation, il s'était dit qu'il devait y avoir un os quelque part. Bon, mais ça, il ne m'a pas dit davantage de quoi il s'agissait. Anatole était très réticent à me prendre dans son laboratoire parce que j'étais chimiste et il considérait à l'époque que la résonance magnétique, c'était de la physique à l'état pur. Et c'était effectivement le cas à l'époque. Pendant encore pas mal de temps, il y avait tout le dogme à développer. Mais avant ça, j'aimerais
dire des choses avant l'époque où je l'ai connu, qu'il m'a raconté ou qu'il y a dans ses écrits. D'abord, comment se fait-il qu'il n'a pas fait des grandes écoles? Parce qu'il n'a fait ni Normal ni Polytechnique. Il a fait une thèse à la Sorbonne dont il a dit lui-même qu'elle n'était pas terrible. Et après la guerre, il est allé à la Supélec pour avoir un diplôme qui vaille le coup. Alors, ce qu'il m'avait dit, c'est quand il est arrivé en France en 1925, à l'âge de 10 ans, avec sa mère et son frère, je ne sais pas si, probablement sa sœur aussi, il avait un oncle en France qui les a accueillis et qui a dit à sa famille, le seul lycée convenable pour des gens bien, c'est Janson de Sailly. Alors on l'a envoyé au lycée à Janson de Sailly, où il a fait ses études secondaires, et c'était l'époque, vous savez, pré-nazie, c'était dans les années 30, et il y avait des grands bourgeois et des gens de très très réactionnaires qui étaient à Janson de Sailly, qui en particulier ont fait partie des ligues des purs durs sûrs et la bande, ce à quoi Anatole n'était pas très favorable. Et tous ces gens-là, qui étaient très brillants, voulaient aller à Polytechnique. Ça a été une bonne idée pour qu'Abraham n'aille pas à Polytechnique. Et il a commencé à vouloir imiter sa mère, qui était médecin, faire des études de médecine. Et il m'a dit que frotter les peaux de chat, ça ne lui plaisait pas du tout. Donc finalement, il a perdu son temps. Ensuite, il a fait la guerre, et après la guerre, il a voulu faire quelque chose qui lui donne un diplôme, et il est allé à Supélec. Alors, contrairement à ce qu'a dit Serge Haroche, ça n'est pas après son diplôme de Supélec qu'il est rentré au CEA. Il est rentré au CEA en même temps qu'il a commencé sa seconde année de Supélec. Il a fait 2 années pleines de travail au CEA et à Supélec, ce qui l'a pas mal épuisé, mais enfin, il est rentré au CEA. Dans le service de physique mathématique, qui est devenu ensuite service de physique théorique. Il faisait partie des trois mousquetaires, parce qu'ils étaient 4. Il y avait Horowitz, Trochery, Claude Bloch et lui-même. Il était le plus âgé, mais il était le seul à ne pas être polytechnicien. Et d'ailleurs, quand le CEA a voulu envoyer des gens en stage à l'extérieur, à l'étranger, parce que la France avait pris du retard, je crois que c'était... il a eu du mal à avoir un financement, et je crois que c'était Goldschmidt qui lui a dit, de toute façon, vous n'irez pas très loin parce que vous n'êtes pas polytechnicien. Bon, ça lui a fait... Il a réussi à avoir une thèse, et ensuite il a fait un séjour donc en Grande-Bretagne d'abord, à Oxford, où il a travaillé, il a appris la résonance électronique, la spectroscopie hertzienne, et il a fait quelque chose de tout à fait fondamental qui lui a donné son premier titre de prestige mondial, c'était la polarisation de Kerr, dont je ne dirai rien. Il m'a dit quand même, quand il est allé en Angleterre, il avait le choix entre aller à Manchester, où c'était la physique nucléaire et débouchant sur les hautes énergies, et le Oxford, où il faisait de la spectroscopie hertzienne, c'est-à-dire à énergie très basse. Et ce qui l'a incité à aller à Oxford plutôt que Manchester, c'est une histoire de climat. Il a trouvé que Manchester, c'était pas très gai, que Oxford, c'était beaucoup mieux, et c'est comme ça qu'il a viré vers la spectroscopie hertzienne. Sinon, il aurait peut-être été un physicien des hautes énergies. Bien. Quand il est allé ensuite aux États-Unis, à Harvard, il a fait un travail théorique avec Robert Pound sur des corrélations angulaires. Ça n'avait rien à voir avec la résonance magnétique, mais il a appris la résonance magnétique et nucléaire. Il connaissait déjà la résonance électronique, mais du point de vue purement théorique, il avait fait un travail théorique. Et c'est vraiment sa rencontre avec Lionel Solomon pour les calculs de gradient alterné, qui vous a raconté, qui l'a convaincu qu'il avait affaire à un expérimentateur, un vrai, et c'est ça qui l'a convaincu, qui lui a donné une motivation pour créer un laboratoire expérimental, à la fois expérimental et théorique, et ça, il l'a mis dans ses mémoires, il me l'a raconté personnellement, c'est vraiment grâce à Lionel Solomon qu'il a créé un laboratoire où on a fait des manips. Et moi-même, j'avais commencé à faire une première expérience qui n'était pas très glorieuse. Ça consistait à faire l'étalonnage absolu de l'eau légère dans les eaux lourdes de pile. Ce n'était pas d'un très haut niveau intellectuel,
mais ça était utile à mon ancien patron qui s'occupait de séparation isotropique et de spectrométrie de masse, et ça a été également utile à Anatole Abragam, puisque au CEA, il fallait montrer qu'on servait à quelque chose pour l'énergie nucléaire. Et tout ce qui va autour, c'est ce qui avait incité, poussé à confier à Abragam des calculs de gradient alterné pour le futur synchrocyclotron. Et il avait été content aussi que j'avais fait une petite manip qui manifestement servait à l'énergie nucléaire, puisque c'était avec de l'eau lourde qu'on utilisait dans les réacteurs à l'époque. Bon, et j'ai mal tourné dans le sens où je me suis mis à faire des manips. Alors, ce qui était très bien, au départ, on m'avait incité, mon ancien patron, ne vous laissez pas faire, demandez à faire une thèse de doctorat. Et Abragam a dit, mon laboratoire, il commence, je n'ai pas de quoi vous donner des sujets. Alors, si vous voulez faire une thèse de doctorat, il faut choisir un autre labo. Bon, alors j'ai dit, tant pis, je ne vais pas faire de thèse de doctorat. Alors, au début, comme c'était un laboratoire qui commençait, et la résonance magnétique nucléaire à laquelle il s'était mis après la résonance magnétique électronique, en fait, il a eu les deux dans son laboratoire. Il y avait une branche nucléaire dirigée par Lionel Solomon et une branche électronique dirigée par Jean Combrisson. Au bout d'un moment, ça s'est tout un peu mélangé, mais comme on ne faisait pas d'un travail de thèse et qu'on faisait une exploration d'un domaine qui était encore neuf, on avait des expériences qui étaient courtes, une moyenne de 6 mois, et on passait d'un sujet à l'autre. Et le résultat, c'est qu'on apprenait tout ce qui touchait à la résonance magnétique. Et Anatole Abragam avait introduit en France quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est on ne fait pas simplement joujou avec des petites bobines et puis des signaux qu'on voit, mais on essaie de voir ce qu'on peut en tirer du point de vue physique. Donc l'exploitation physique fondamentale de cet instrument qui finalement était la résonance magnétique nucléaire et électronique, c'est quelque chose qui a été totalement nouveau et ça a vraiment dominé tout le travail et toute la formation de ces élèves. Alors, les élèves, il y a eu un certain nombre de gens qui étaient jeunes, bien sûr, et notre contact avec Anatole Abragam a été quelque chose de fantastique. Pour moi, en tout cas, c'était un éblouissement. Enfin, je pénétrais dans le cénacle de la grande physique, de la grande science. Et on était aidé par les cours d'Abragam. Alors, Abragam n'avait pas fait de RMN expérimental, mais purement théorique, qu'il avait appris au CEA. C'est Lionel Solomon qui a fait le premier travail expérimental. Mais il avait acquis une connaissance tellement phénoménale qu'il avait donné des cours à Saclay en 1955. Il avait fait des notes de cours et c'était fantastique. C'était une utilisation de la mécanique quantique. Bon, mais en dehors de ça, c'était d'une rigueur et d'une clarté absolument incroyable. Et il n'y avait pas que ses cours qui étaient intéressants, il y avait son contact avec lui, il y avait les exposés, les séminaires qu'il a pu faire, et puis les critiques et le maniement des jeunes chercheurs qui étaient chez lui. Tous les jours, on faisait tous des manips, on était 1 ou 2 par expérience. Il passait tous les jours ou tous les 2 jours et il nous demandait gentiment ce qu'on faisait. Et si on avait l'imprudence de lui dire un truc un petit peu vague, il nous forçait dessus, il revenait, il voulait savoir tous les détails, il nous faisait sans arrêt évoluer dans notre propre connaissance. Nous, on lui racontait ce qu'on venait de faire et très vite, il apparaissait qu'il comprenait beaucoup mieux que nous. Et il nous forçait à être plus rigoureux. Et ceci était vrai également pour la rédaction des articles où il était d'une précision et c'était pas de la méchanceté, mais il était impitoyable, gentiment. Et je me souviens, les premiers articles, il prenait toutes les phrases, il les découpait, chaque mot était modifié pratiquement. Et à la fin, on était obligé d'avoir quelque chose dont, en toute objectivité, il était le co-auteur. Ça a duré pas mal de temps et par la suite, moi j'étais rentré en 56 chez Abragam, en 60, après mon service militaire, il est apparu qu'il y avait des expériences beaucoup plus longues à faire et lui-même avait commencé à faire de la physique, alors conceptuelle, mais c'était Lionel Solomon pour la partie RMN et Jean Combrisson pour la partie électronique qui les faisait mettre en œuvre, les mettait en œuvre personnellement ou les faisait mettre en œuvre par les jeunes chercheurs qu'il y avait.
Et il y avait une espèce de symbiose, si bien que très rapidement, on est devenu à la fois expérimentateur et théoricien. Alors, Abraham était un expérimentateur qui ne se salissait pas les mains. On l'a vu tout à l'heure tourner un bouton, mais ça, c'était vraiment du folklore parce qu'il ne touchait pas aux expériences, mais il comprenait tout avec un détail incroyable. Et il était féroce, on l'a rappelé, avec les gens à l'extérieur, des fois volontairement, des fois pas volontairement, mais avec les gens du laboratoire, il n'était pas féroce, il était au contraire d'une très grande disponibilité, et s'il paraissait féroce, c'est parce qu'il voulait les forcer à être rigoureux, à ne rien laisser passer. Et alors ceci se manifeste également dans les séminaires qu'il donnait, dans les cours qu'il a donnés au Collège de France, qui étaient d'une largeur absolument incroyable. Et j'ai eu par la suite l'occasion d'écrire des choses avec Abraham, en particulier un gros livre, et ça a été une expérience qui était à la fois enrichissante et douloureuse, dans la mesure où on s'est crêpé le chignon de façon continuelle, et on se réconciliait, on ne s'est pas vraiment fâché, mais on a eu vraiment des accrochages assez violents. Par contre, à d'autres moments, on faisait une analyse, moi je me souviens, je l'avais noté quelque part, on avait une phrase sur laquelle on a passé 2 heures pour essayer de l'améliorer, pour qu'elle soit mieux, qu'on choisisse les mots. Finalement, il est arrivé un gros livre qui faisait plus de 600 pages, qui ne s'est pas tellement vendu. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était uniquement de la physique. Anatole était un peu allergique à la chimie, et alors que du point de vue des applications, la résonance magnétique nucléaire, en tout cas, avait pris un grand virage vers la chimie. Et c'est devenu un instrument fondamental en chimie d'abord, et ensuite en médecine avec l'imagerie. Et Anatole ne s'est jamais vraiment intéressé ni à l'aspect chimique, ni à l'aspect imagerie, parce que ça n'était pas assez propre, assez proche de ses envies qui étaient de la physique fondamentale. Alors, on a écrit un livre de physique au moment où il aurait peut-être fallu mettre un petit peu les doigts dans la chimie. Mais ça fait rien, c'est un livre qui se trouve quand même dans toutes les bibliothèques sérieuses, qui est sérieux, qui a été très utile, mais qui était gros, qui était cher par conséquent, et qui abordait des sujets assez divers, si bien qu'il n'y avait pas une personne qui s'intéressait à tout, sauf nous, parce qu'on l'avait écrit. Et il y avait une bonne moitié du livre qui était consacrée à ce qui avait été fait au labo sous l'impulsion de Anatole Abraham, et dont il m'avait confié la couverture, qui était l'ordre magnétique nucléaire, qui était basé sur une méthode de refroidissement assez originale, qui était issue de 2 découvertes à lui. L'une qui était la température de spin, le fait que les systèmes isolés, soumis à un spectre continu, évoluent vers un état d'équilibre thermique caractérisé par un équilibre de Boltzmann. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. Et une autre qui était la polarisation dynamique nucléaire, qui était lorsque vous avez des solides isolants et que vous mettez des impuretés, c'est-à-dire antinombres paramagnétiques dedans, appropriées, eh bien, en irradiant comme il fallait le système, on arrivait à donner au noyau une polarisation égale ou opposée à celle des électrons, ce qui, à basse température et dans des champs relativement élevés, correspond à près de 100%. En principe, à température plus élevée, le rapport des polarisations, c'est-à-dire l'ordre par rapport, la proportion d'ordre par rapport à l'alignement maximum, eh bien, c'est le rapport des moments magnétiques entre l'électron et le noyau. Et pour les protons et les électrons libres ou presque libres, c'est de l'ordre de 660, ça fait pas mal. Et à basse température, on est arrivé, des fois c'était très difficile, mais on est arrivé à des polarisations très proches de 100%. Ça a été beaucoup utilisé pour des cibles polarisées pour la physique nucléaire et la physique des particules. Et puis, on l'a utilisé pour fabriquer de l'ordre des structures magnétiques ordonnées, c'est-à-dire ferromagnétiques, antiferromagnétiques, magnétiques tournantes, etc. Et on y a passé beaucoup de temps, et ça a marché. Et on a été, à l'exception de Tom Wenckebach aux Pays-Bas, on a été les seuls à faire ça dans le domaine nucléaire par les méthodes de la polarisation dynamique suivie
d'une désaimantation adiabatique, parce qu'on avait trop d'avance là-dessus, et finalement on a fait quelque chose qui a marché, mais ça a été quand même très long, très difficile. Il ne faut pas que... Bon, mais je garde encore 2 minutes. Lorsque Abraham a pris sa retraite, c'était donc en 85, on l'a dit, il a continué à s'intéresser à la résonance magnétique et à d'autres sujets de la physique, et jusqu'à un moment où vraiment il en avait assez, et quand je lui racontais au téléphone des manips ou des résultats, il me disait « mais je suis retraité, je suis retraité ». Bon, c'était un peu une plaisanterie dans la mesure où il a quand même toujours suivi les choses avec énormément d'attention, et du point de vue humain, Abraham avait un double caractère. D'un côté, il pouvait être d'une gentillesse et d'une bienveillance infinie par rapport aux collègues qu'il estimait, et il y en avait pas mal, par rapport à ses élèves qui avaient bien tourné, et il y en avait pas mal aussi, il y était pour quelque chose, mais il pouvait être d'une férocité épouvantable avec les autres. Moi, je l'ai vu avec des gens, en particulier quand il allait dans les conférences, il était toujours au premier rang, et il poussait sans arrêt il posait des questions épouvantables jusqu'à désarçonner complètement le conférencier, et c'était un cauchemar pour les conférenciers. Il n'y a que nous qui trouvions ça très bien, parce que finalement ça nous aidait et on avait l'expérience de ce qu'il était. Alors, tout compte fait, je vais m'arrêter parce qu'il est temps, tout compte fait, ça a été quand même un grand bonhomme qui a commencé dans des conditions pas tellement faciles, puisqu'il s'est vraiment mis à faire de la physique, ce qu'il aimait, à l'âge de 30 ans, après la guerre et après des échecs pour des fausses orientations. C'est, comme m'avait dit Lionel Solomon, et c'était vrai, si on n'avait pas été... On a un certain nombre de ses anciens élèves qui avons fait des choses pas mal, mais ce qu'il m'a dit, c'est que s'il n'y avait pas eu Anatole Abraham avant pour nous envoyer dans la bonne voie, eh bien on n'aurait peut-être pas fait grand-chose. Enfin, on aurait peut-être quand même fait des choses, mais peut-être pas au niveau où on a pu les faire grâce à l'exemple d'Anatole Abraham. Alors, je voudrais dire que j'ai travaillé 30 ans avec lui. On s'est enguirlandé, on s'est fâché un nombre incroyable de fois, et on est devenus les meilleurs amis du monde. Et je l'ai estimé et l'ai admiré comme il le méritait, et je crois qu'il m'estimait aussi. Alors, tout compte fait, ça a été positif. Je vous remercie.